Bonjour à tous, Bonjour bonjour à à toutes et tous. tous. Bien, on commence ce webinaire sur la pénibilité et l'usure professionnelle. On va peut-être se présenter rapidement. Moi, je suis Vincent Jacquemont, directeur associé du cabinet Secafi. J'interviens depuis une vingtaine d'années chez Secafi sur l'organisation du travail, la santé au travail, les conditions de travail. Et nous allons présenter à deux avec Corinne. Oui, donc moi je suis Corinne de Regnecourt, donc je suis consultante chez Secafi depuis plus de 30 ans maintenant, euh, et plus axée sur les problématiques de politique sociale et d'accompagnement à la négociation d'accords. Voilà. On intervient à deux, sachant qu'effectivement, CECAFI a des activités d'accompagnement des instances représentatives du personnel, à la fois sur les missions économiques et sociales, donc au niveau des CSE centraux, et puis sur les missions plus santé au travail. euh, dans lequel j'interviens. Donc, on est dans un binôme avec compétences RH, compétences santé au travail, pour traiter d'un sujet de la pénibilité et de l'usure professionnelle qui est en fait aux frontières de ces deux sujets, hein. On a à la fois des questions de santé au travail et des questions de parcours professionnel qui sont importants à prendre en compte pour traiter ce sujet-là. Notre présentation est calée sur trois sujets. Le premier, très rapide, une petite introduction sur pourquoi il est important d'agir. Ensuite, on va préciser quelques éléments sur les aspects de pénibilité, usure professionnelle, de quoi parle-t-on, euh, les, les critères et les facteurs à prendre en compte. Et ensuite, on traitera des moyens d'agir sur le comment on agit sur la prévention de la pénibilité et de l'usure professionnelle. Et puis, le dernier temps sera consacré à un temps de réponse à vos questions. Donc, vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion et nous prendrons un temps à la fin de cette présentation pour y répondre. Donc, je lance la petite présentation. Hop, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, la première partie, pourquoi il est important d'agir sur la pénibilité et l'usure professionnelle. C'est des sujets en fait qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène. En fait, à chaque augmentation de la durée légale de la retraite, de l'âge de prise de retraite, se repose à nouveau la question de finalement comment on peut faire en sorte de tenir jusqu'à la retraite dans des conditions de travail qui ne sont pas toujours simples à gérer suivant les postes occupés par les salariés concernés. Et les constats que l'on peut faire du côté de Secafi, et quand on regarde les différentes études réalisées sur le sujet, c'est que euh, plus on avance en âge et plus le taux d'emploi diminue. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où 30% des salariés, presque un salarié sur trois, au moment où il fait valoir ses droits à la retraite, en fait, il est déjà plus dans l'emploi, il est déjà plus en situation de travail. Donc ça pose question et ça montre bien la difficulté qui est de plus en plus grande, plus l'âge légal de départ en retraite augmente, qui est de plus en plus grande de maintenir dans l'emploi les, les salariés et en particulier les plus de 50 ans, enfin voilà, les salariés seniors en tout cas qui sont le plus proche de la retraite et qui sont le plus en difficulté souvent pour rester dans l'emploi du fait de conditions de travail qui finalement évoluent peu avec l'âge. On a beaucoup de salariés qui sont encore soumis à d'importants facteurs de pénibilité avec des postures pénibles,
les sujets assez classiques, hein, le travail de nuit, les postures pénibles sont des facteurs de pénibilité qui ont tendance à exclure de l'emploi avec l'âge. Hein. L'âge augmentant, ça devient de plus en plus pénible et de plus en plus difficile de travailler, de faire du travail posté, de faire des nuits. C'est des choses qui ont été montrées. Donc, il y a vraiment un sujet sur l'adaptation des conditions de travail en fonction de l'âge et puis faire en sorte que les conditions de travail tout au long de la vie soient soutenables pour éviter les effets d'usure qui compliquent l'état de santé des salariés, l'âge augmentant. Donc ça, c'est un point qui est d'autant plus important que une fois que les salariés seniors sont sortis de l'emploi parce qu'en difficulté pour tenir des postes, c'est d'autant plus difficile pour eux d'en retrouver. Donc cette dimension-là, on va peu la travailler, hein, tout ce qui relève du maintien dans l'emploi, des difficultés de retrouver de l'emploi. Enfin, on va parler beaucoup du maintien dans l'emploi et on ne va pas développer le côté sortie anticipée et difficultés accrues à trouver un emploi, mais c'est des sujets qui sont d'autant plus importants qu'une fois écartés de l'emploi, les seniors ont d'autant plus de mal à en retrouver. Dans les constats qu'on peut faire actuellement, hein, on se rend compte dans les entreprises qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont suivis au niveau RH, dans le cadre des informations consultations au niveau du CSE sur la politique sociale en particulier. Par contre, ils ne sont pas toujours regardés par tranche d'âge. Et quand on les regarde par tranche d'âge, on se rend compte que la population des plus de 50 ans est souvent à un niveau moindre de motivation. Hein, quand on regarde les baromètres d'engagement, par exemple dans le travail, ont un moindre accès à la formation, donc ça aussi c'est assez net, ont souvent un taux de promotion qui décroît aussi en fonction de l'âge, des taux d'absentéisme plus élevés, un taux de mobilité plus faible et des taux d'augmentation individuelle plus faibles. Donc ça, c'est quand on regarde les indicateurs en prenant cette grille aussi de l'âge. Donc ça, c'est des facteurs importants et il faut qu'on comprenne aussi le pourquoi dans l'activité de travail et dans les contraintes des différents postes occupés. Petit passage par finalement une précision sur ce dont on parle quand on pointe le sujet de la pénibilité et de l'usure professionnelle, quelles sont les différences entre les deux notions. Donc en fait, on parle en fait d'un même sujet, mais la pénibilité va concerner l'ensemble des facteurs qui exposent finalement à des risques d'atteinte à la santé et qui sont vécus comme des difficultés dans le poste de travail. Et l'usure professionnelle, c'est plutôt la conséquence d'une exposition dans la durée à ces facteurs de pénibilité. Donc l'usure professionnelle, c'est les effets cumulatifs des dégradations progressives de la santé des salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Donc, on n'a pas un lien automatique entre la pénibilité et l'usure professionnelle, mais le lien va se créer dans la durée, c'est-à-dire qu'une exposition longue et répétée aux facteurs de pénibilité va avoir des conséquences sur l'usure professionnelle. Ensuite, sur la pénibilité, ça c'est une des difficultés dans la définition de la pénibilité. C'est comme je vous disais, c'est un vieux sujet qui est sorti à différentes époques, à chaque fois qu'il y a eu des lois d'augmentation de la durée légale de cotisation pour la retraite ou d'âge de départ à la retraite. Et à chaque fois, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, puis en partie détricotés sur ce qui concerne la définition de la pénibilité au sens de la réglementation et du code du travail. Donc, il y a des définitions de la pénibilité
qui peuvent renvoyer à la pénibilité telle qu'elle est reconnue dans le Code du travail, mais on est sur des choses qui sont très restreintes. La pénibilité telle qu'elle est définie pour être comme ce qui ouvre des droits à compensation dans le cadre du C2P, c'est donc du dispositif de prévention et de compensation de la pénibilité. C'est très restreint, hein. C'est 6 facteurs, c'est 6 facteurs de pénibilité: le travail de nuit, les équipes successives alternantes, le travail répétitif, et puis quelques facteurs comme les températures extrêmes, le bruit et le milieu hyperbare. Mais quand on regarde, c'est des seuils qui ont plutôt tendance à exclure un très grand nombre de travailleurs pour lequel on aura un vécu de pénibilité au poste, une difficulté à se projeter jusqu'à l'âge de la retraite dans les mêmes conditions de travail, parce que intensité du travail, parce que très forte sollicitation, qui font qu'un grand nombre de salariés dans leur poste actuel ne se projettent pas en capacité à tenir soit le rythme, soit le niveau de sollicitation qu'ils ont dans leur poste jusqu'à la retraite. Et pourtant, on n'est pas forcément sur des niveaux de pénibilité tels que reconnus par la loi. Donc, un des messages importants qu'on a à vous passer, c'est que si on veut travailler sérieusement sur la prévention de l'usure professionnelle, il faut aller bien au-delà des seuls seuils de critères de pénibilité retenus dans la réglementation qui a tendance à être très restrictive. Dans la lecture de la pénibilité, un des critères de pénibilité, c'est tout ce qui renvoie aux contraintes psychosociales, tous les phénomènes de burn-out, de difficultés, d'épuisement professionnel, par exemple des soignants qui ont fait l'objet d'une nombreuse littérature, qui sont connus et reconnus quelque part d'un point de vue scientifique, ne sont pas pris en compte dans le Code du travail, qui ne pointe que des facteurs de pénibilité physique et organisationnelle, euh, avec l'idée d'avoir des facteurs très objectivables par des seuils, mais qui, du coup, ont tendance à exclure bon nombre de salariés. Donc, un des messages, c'est ayez une vision plus large que les seuls critères de pénibilité. On vous les a remis dans cette présentation qui, accessoirement, j'ai oublié de le présenter au début, vous sera envoyé à l'issue de notre petit webinaire. Donc, vous avez là les différents facteurs. On trouve très facilement les seuils qui existent sur ces facteurs, mais juste pour illustrer le caractère très restrictif, hein, sur le sujet du travail répétitif, le seuil qui ouvre droit à compensation, c'est lorsque vous avez un poste qui vous expose à au moins 15 actions techniques sur un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes. Donc, on est sur des critères de seuil qui sont extrêmement élevés. De la même manière, sur le bruit, les critères de seuil qui ont été retenus, c'est les seuils au-delà duquel, normalement, le Code du travail interdit de faire travailler les salariés en termes de décibels, puisqu'on est sur 80 décibels en exposition quotidienne et 135 décibels en pic d'exposition, qui correspondent finalement au seuil à partir desquels il est impératif de prévoir des dispositifs de prévention. Donc, normalement, on n'est pas censé faire travailler des salariés au-delà de ces seuils. C'est les seuils qui ont été retenus comme facteurs ouvrant droit au dispositif de compensation et de prévention de la pénibilité tel que retenu par le Code du travail. Donc, nous, notre message, c'est de dire, regardez le sujet de manière beaucoup plus large. On vous présente notamment là, la grille des facteurs de pénibilité retenus par l'ANACT dans les démarches de prévention dont ils font la promotion et sur auquel on se réfère pour avoir une vision effectivement beaucoup plus large, intégrant à la fois les contraintes psychiques, les contraintes physiques, les contraintes d'organisation du travail et les contraintes liées à l'environnement de travail, sachant que souvent,
Ces contraintes-là, il ne faut pas les regarder séparément, mais souvent c'est un cumul de ces contraintes qui définissent aussi la pénibilité. Et on sait bien que les conditions de travail dans les postes de nuit, notamment dans les postes dans le travail posté, sont souvent des cumuls entre les contraintes du travail posté lui-même, mais aussi des contraintes physiques, des contraintes psychiques qui peuvent jouer aussi dans ces postes-là. Et souvent, on a un cumul de ces différents facteurs qui font que le travail va être compliqué à tenir dans l'absolu, avec des risques pour la santé, mais aussi et surtout dans la durée. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, des situations où plus le temps passe d'exposition dans ces postes-là, plus le risque d'inaptitude, de difficulté à tenir le poste vont être importants pour les salariés concernés. Voilà, donc il est important de regarder comment on peut agir et sur cette partie-là, je passe la main à Corinne. Oui, alors avant de parler de cette partie-là, ce qu'on voulait vous proposer, c'était peut-être de faire un petit sondage de ce qui existe chez vous sur ce sujet de l'usure professionnelle et de la pénibilité, à savoir si vous avez soit un accord spécifique pénibilité, soit un accord qui aborde ce sujet dans votre entreprise. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un petit peu intervenir et on vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre à ce sondage. Ça permet de voir les réponses au fur et à mesure. Bon, il y a déjà un élément qui illustre, oui. Hein, c'est les accords pénibilité qui sont des obligations légales pour les entreprises, dont 25% des salariés ont. Voilà, non, mais ça montre bien que c'est quelque chose qui est plutôt excluant. Ouais. Ce qui n'est pas. Il y en a quand même quelques-uns, mais 10%. Voilà, 10%. Bon, ok. Bah, du coup, on va peut-être. En fait, l'important, c'est important pour nous de savoir si vous avez déjà un accord ou pas. Ça veut déjà dire que le sujet a déjà été abordé et discuté. Peut-être pas traité, mais au moins les choses ont été mises à la table des négociations. Du coup, pour comment agir, il faut peut-être se poser la question avant de quels enjeux on a autour de cette question-là et pourquoi agir. Je ne sais pas si on peut. On va peut-être poursuivre la présentation de ce fait-là. Parce que je vois que sur le résultat, donc vous êtes à. Je retourne dans le. C'est ça. On est à 38% dans la qualité de vie au travail et 27% dans l'aménagement du temps de travail et 11% qui sont plutôt des accords pénibilité, 8% seniors, ce n'est pas. Ou autre. Ça marche. Alors, du coup, sur les enjeux explorés autour de cette question, en fait, il y a différents types d'enjeux. On a des enjeux, on a identifié enjeux de société, enjeux d'entreprise et enjeux qui sont individuels, puisqu'évidemment, on parle de santé au travail. En termes de société, c'est un peu la logique. Donc, on se pose la question de comment prévenir les impacts santé dans des situations de travail pénibles et comment réduire les situations de travail pénibles. C'est important d'avoir les actions qu'on peut avoir derrière. On n'est pas juste dans le constat, on est comment j'essaie de réduire cette pénibilité. Au niveau de l'entreprise, évidemment, ça va interroger toute la prévention des risques qui existent dans les entreprises. Donc, identification de ces risques, on va le voir après, et aussi quelles sont les améliorations des conditions de travail qui sont mises en place pour répondre à ces enjeux de pénibilité. On a tous les facteurs qui sont économiques en termes de coûts et de bénéfices pour l'entreprise.
Comment, d'un point de vue d'image aussi d'entreprise, on répond aussi à sa responsabilité sociétale, environnementale d'entreprise et aussi derrière d'attractivité. Quand on est une entreprise qui est plus soucieuse, on va dire, de réduire la pénibilité et l'usure professionnelle, évidemment, on est plus enclin à être attractif sur le marché du travail. Il y a l'approche des situations d'inaptitude qui peut jouer aussi dans ces cas-là, le maintien de l'emploi et notamment des seniors, des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont des restrictions médicales. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour l'entreprise. Et si on en vient plus à la partie après individuelle, c'est aussi se poser la question en tant qu'individu, quel impact a le travail sur ma santé? Donc, on est souvent à se poser des questions sur quel impact a ma santé sur mon travail, mais là, on est vraiment sur faut bien se mettre en esprit de se dire, c'est mon travail et c'est la pénibilité du travail qui a un impact sur ma santé. Comment c'est pris en compte cette pénibilité dans l'organisation du travail et quelle indemnité? Alors, quand on parle d'indemnité, puis espérer à terme, on sait que pour tout ce qui est pénibilité dont parlait Vincent juste avant, il n'y a pas d'indemnité en tant que telle, mais il y a du temps partiel, de la formation, des points en fait qui sont acquis, mais c'est plus une forme de compensation entre guillemets que d'indemnité en tant que telle. Donc tous ces sujets-là, quand on va le voir après, c'est des sujets qui peuvent être abordés soit dans des négociations d'accords, soit aussi quand vous êtes en tant que membre de CSE informé et consulté sur différents sujets, dont notamment sur la politique sociale. Alors, le sujet, il peut être regardé sous différents angles. Ce qui nous paraît important, c'est de mener déjà un état des lieux, avoir une cartographie des salariés qui sont exposés à tous ces facteurs de pénibilité, mais quelque chose de détaillé, c'est-à-dire de l'avoir par âge, par ancienneté, par genre, par type de métier, par classification. Tout ça va vous permettre d'identifier un peu qui sont les salariés qui sont les plus exposés à ces problématiques de pénibilité et d'usure professionnelle. Ensuite, en face de ça, il faut que vous ayez la cartographie des situations pénibles dans votre entreprise, en allant bien à ce qu'on disait au-delà de juste la définition législative de la pénibilité. Ça, c'est le minima. Et puis, par rapport à cette cartographie qui est un peu votre état des lieux, c'est important de voir aussi quelle est l'évolution de l'absentéisme, des maladies professionnelles et des accidents du travail dans votre entreprise, pour justement savoir est-ce qu'il y a un lien avec ces problématiques d'usure professionnelle et de pénibilité. Ça vous permet de faire une étude des bénéfices-risques. C'est de savoir déjà, parce pour que les entreprises agissent, on sait qu'il faut aussi avoir cette notion de coût pour l'entreprise. Donc, savoir quelles sont les dépenses qui sont mises en place pour l'amélioration des conditions de travail et la réduction des expositions à la pénibilité. On a aussi, en termes d'identification, tout ce qui est cotisation pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et donc, je parlais aussi d'attractivité de l'entreprise. Donc, il y a des coûts, mais on en tire des bénéfices qui sont parfois bien plus importants que les risques qu'il peut y avoir dans une entreprise, pas uniquement en termes de coûts, mais aussi en termes de santé et d'environnement de travail. Et tout ça, ça permet après d'apporter un regard critique sur les plans d'action ou les accords qui peuvent exister en matière de prévention. Donc, se poser la question des politiques qui existent pour réduire les expositions et le nombre de salariés exposés. Les accords pénibilité, évidemment, quand ils existent, ou des mesures de plan d'action. Et puis, ça permet de proposer des mesures complémentaires et d'avoir quelque chose de plus opérationnel. Alors, sur les indicateurs, on se pose toujours la question de quel type d'indicateurs et où les trouver. Donc, vous avez en fait, on n'est pas toujours conscient qu'on a une source d'information qui peut être importante dans les entreprises. D'abord, tout ce qui est les bilans santé, sécurité, conditions de travail, où là, vous allez retrouver des indicateurs sur l'absentéisme maladie, les maladies professionnelles, la partie des longues maladies, les restrictions médicales, les inaptitudes. Je ne dis pas que tout sera lié à de la pénibilité ou à l'usure professionnelle, mais en tous les cas, c'est un des premiers indicateurs. Les rythmes de travail, évidemment, et puis les expositions aux facteurs de pénibilité dans le sens législatif
sont de toute façon indiqués dans les bilans qui sont donnés en santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises. Vous avez en plus tout ce qui est BDESE, bilan social pour les entreprises qui sont plus importantes et qui ont encore des bilans sociaux, où là, vous pouvez retrouver tout ce qui est pyramide des âges, ancienneté, le turnover qui peut être aussi un indicateur de difficulté d'entreprise, de maintien dans l'emploi, en tous les cas, qui peut être lié ou pas à l'usure professionnelle, mais ça vous permet aussi de voir la motivation des départs, la part des contrats précaires, puisque ça concerne aussi tous les types d'emplois, hein, cette problématique, qu'on soit CDD, intérimaire également, les formations et la nature des formations, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, les dépenses de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Et puis l'élément qui, là, est en dehors des éléments chiffrés et documentaires que vous pouvez avoir, c'est de la base, mais c'est important de le rappeler que c'est l'écoute des salariés qui va vous permettre, au-delà de tous ces indicateurs, de savoir quel est leur ressenti et leur vécu en termes de pénibilité pour aller au-delà justement de cette pénibilité juste législative, mais bien de savoir pour chacun comment ils estiment leur propre degré de pénibilité et d'usure professionnelle dans leur situation de travail de tous les jours. Du coup, ce qu'on vous engage à faire, c'est avoir un processus d'analyse. Hein, on identifie quels sont les facteurs d'usure professionnelle et pénibilité. Il faut ensuite s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces facteurs existent, qui peuvent être divers. Hein. Ça peut être l'organisation qui est en dysfonctionnement et qui provoque ces problématiques. Ça peut être des salariés qui sont en manque d'information et du coup, il y a de l'inquiétude qui arrive. Ça peut être un des facteurs aussi de sensation de pénibilité, je veux dire comme ça. Donc, les rythmes soutenus, le poste de travail qui n'est pas du tout adapté, la formation qui est insuffisante, enfin, il peut y avoir plein de motifs. Et donc, à partir de là, établir un plan d'action. Et la difficulté que vous allez avoir, c'est que ça couvre énormément de sujets. En fait, le champ d'action est extrêmement important. Donc, sur tous les champs d'action que vous allez avoir, il va falloir prioriser tous ces champs d'action. Alors, en essayant, ceci dit, pas les négliger. C'est un peu, on vous a mis un peu en vrac sur le slide suivant tous les sujets que vous pouvez avoir en termes de champs d'action sur ce plan. Que ce soit la gestion des problématiques de santé, l'organisation du travail, ça peut être des problématiques de management, de dialogue social, de conduite du changement, de difficultés ou de mauvaise appréciation de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, etc. Donc, beaucoup de sujets. Il faut que vous arriviez, une fois que vous les avez identifiés, à les prioriser, parce que vous n'allez pas pouvoir tout travailler de front. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger un sujet, mais ça veut peut-être dire qu'il sera traité par la suite, ou peut-être que de lui-même, de toute façon, il se résorbera si on traite soit un problème de conduite du changement, soit un problème de pilotage de la prévention, par exemple. Du coup, cette problématique, c'est une remise en cause continue en fait que vous devez avoir une fois que le plan d'action est fait, que ce soit sous forme de plan d'action, sous forme d'accord. Il faut évaluer ce plan d'action, recueillir les indicateurs qui sont pertinents, que ce soit sur du quantitatif ou du qualitatif. Alors ça se fait par exemple sous forme d'entretien, de questionnaires, les enquêtes. Évidemment, il y a un rôle important de la commission santé, sécurité, conditions de travail sur cette évaluation du plan d'action. Et elle s'évalue aussi bien auprès des salariés que des managers et que des services RH ou HSE dans l'entreprise. Ça vous permet de recueillir, une fois ces indicateurs, d'analyser un peu les écarts entre quels sont les objectifs qu'on s'était fixés dans le plan d'action, où on en est aujourd'hui, et de se dire pourquoi ça a bien fonctionné. Donc, tiens, ça, on a eu des éléments facilitants, donc c'est très satisfaisant. Soit au contraire, il y a eu des freins à la mise en place, se poser la question sur quel type de frein. Et puis, il y a parfois des choses qui n'avaient pas été prévues. On ne peut pas tout prévoir dans le plan d'action. Et donc, ça les évaluer pour savoir si, par la suite,
ces effets non prévus ou ces freins, comment on travaille sur eux pour avoir des nouvelles actions qui soient mises en place, pour modifier ce qu'on a mis en place, pour se dire il y a des choses qui sont bien, qu'il faut poursuivre, peut-être de façon différente, peut-être de la même façon, et d'avoir soit des nouveaux objectifs, soit parfois c'est juste une question de méthode. C'est pas tant les objectifs qui étaient pas bons, ou les indicateurs, c'est la méthode de travail qui a peut-être pas été satisfaisante. Et donc, on repart sur quelque chose de mieux, on va dire, d'amélioré, qu'on met en œuvre et qu'on réévalue régulièrement. Alors, du coup, agir sur quoi? Peut-être aller assez vite sur cette partie-là. Vous pouvez agir aussi bien sur l'humain. On en parlait, ça peut être des adaptations d'horaire, de cadence, ça peut être évidemment accompagner le changement, bien faire attention aux restrictions médicales et à les respecter, à former les personnes pour que dans leur parcours professionnel, elles sentent cette évolution et comment dire, le fait qu'on prenne en compte ces situations d'usure professionnelle. Il y a évidemment toutes les actions sur le matériel, que ce soit de la maintenance, d'automatisation du matériel, des investissements parfois qui sont à faire. Et quand on veut aussi faire on doit agir sur les coûts et sur les économies. Qui dit amélioration, voire non dégradation, mais mieux amélioration de l'état de santé du salarié, implique aussi une meilleure profitabilité. Et ça, il y a pas mal de statistiques qui le démontrent. Donc, il faut identifier tous les coûts qui sont liés à cette pénibilité, à l'usure professionnelle, d'où absentéisme, maladie professionnelle, inaptitude. Donc ça a aussi un coût pour l'entreprise. Et essayer d'articuler les objectifs sociaux qu'on a d'amélioration de la santé avec les objectifs économiques et jouer sur les choix stratégiques de l'entreprise. Du coup, comment on fait? Alors, il y a différents vecteurs possibles. Dans tout ce qui est le dialogue social, entre interpeller la direction, faire des enquêtes dans les commissions santé-sécurité, négocier des accords et les expertises. Alors, les expertises, c'est un appui qui peut être déterminant pour analyser une situation et puis construire des préconisations pour l'amélioration de la santé, etc. Alors que vous le fassiez sous forme de mission récurrente, quand vous êtes informé et consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, par exemple, c'est le moment idéal pour se poser la question au moins une fois par an de où on en est sur les questions de pénibilité et d'usure professionnelle et de revoir tous ces indicateurs dont on parlait et de voir comment vous pouvez avoir des préconisations pour améliorer cette santé au travail. Donc ça, c'est important. Ça peut être aussi sous la forme de projets importants ou de risques graves. Et là-dessus, c'est vrai que l'avantage de l'expert, en fait, c'est qu'il n'est pas impliqué directement dans ces problématiques de pénibilité et d'usure professionnelle. On a aussi des benchmarks, des choses qui nous permettent d'avoir un recul sur tous ces aspects et d'avoir une objectivité importante. Il y a les actions, évidemment, sur l'ensemble du parcours professionnel. Pourquoi on dit ça? Parce que, évidemment, la pénibilité et l'usure professionnelle, on en parle quand on pense aux populations seniors, mais j'ai envie de dire, là, il est déjà presque... J'exagère, hein, mais c'est pas ça, je vais aller vite, mais peut-être un peu trop tard, en fait. Si on veut faire de la prévention, c'est dès le début, dès l'embauche, dès l'entrée dans le monde du travail, qu'il faut agir sur ces problématiques de pénibilité et d'usure professionnelle si on veut arriver au mieux à les supprimer, sinon à en réduire les effets. Donc, il y a les inspections, les enquêtes, les études, le document unique d'évaluation des risques professionnels qui sont importants, qui sont l'occasion de détecter toutes ces sources de pénibilité et d'usure professionnelle et de mettre en place un plan d'action en face. Et puis ensuite, vous avez avec ça les négociations d'accords. Pour nous, c'est important en fait d'avoir des accords. Ça permet d'avoir un cadre qui est négocié, qui est posé, qui vous donne des garanties et des engagements de l'ensemble. Hein. Alors, ça joue aussi sur l'ensemble du collectif, même si on sait que les différents indicateurs et facteurs vont être vécus différemment selon les individus.
puisque évidemment c'est une logique, mais on n'est pas tous égaux devant les problèmes de santé. Donc il y a certes des accords pénibilité spécifiques qui peuvent être négociés, qui doivent l'être d'ailleurs, hein, selon le niveau auquel vous êtes. Mais bon, on l'a vu, vous avez aussi d'autres types d'accords qui sont importants, qui sont autant des accords sur le temps de travail, sur la QVCT, puisque maintenant il y a le C dans le QVCT, hein, c'est pas l'oublier, l'égalité professionnelle, la gestion des emplois et des parcours professionnels, des accords seniors spécifiques, enfin tous ces types d'accords peuvent aborder le sujet de la pénibilité et de l'usure professionnelle. Donc pour terminer, avant de laisser la place après au débat, si on veut essayer d'être synthétique en fait sur la pénibilité et l'usure professionnelle, il y a les causes sur lesquelles il faut travailler, qui peuvent être soit des causes liées aux conditions de travail plutôt physiques, hein, port de charge, le cycle de travail, etc. Il y a aussi le parcours professionnel, les absences de promotion, le manque de reconnaissance jouent aussi sur le vécu en termes de pénibilité et d'usure professionnelle. Ça se manifeste généralement par des problématiques de TMS, hein, les troubles musculo-squelettiques. Ça peut être beaucoup plus grave avec des problématiques de cancer, de surdité. Ça peut être aussi une perte de sens au travail, des troubles de communication. Et donc, les impacts sont autant pour le salarié qui, lui, va se trouver en détérioration de sa santé que pour l'entreprise qui, du coup, retrouve avec une hausse de l'absentéisme, un turnover plus important et donc une désorganisation de ses services. D'où l'importance, on le redira jamais assez, de la prévention. Donc, adapter le travail à l'homme, à l'inverse, de bien identifier les postes et les fonctions pénibles ou usants dans l'entreprise, donc au-delà des aspects juste législatifs, et d'avoir des modes de management adaptés, puisque c'est aussi le management en place qui gère en plus toutes ces problématiques. Donc voilà, on a un petit peu débordé sur les temps de présentation. C'est très bien. On est dans le, reste à peu près. On est dans le timing et je me permets juste effectivement de donner une petite illustration sur ce sujet, adapter le travail à l'homme et un travail qui peut être tenu sur toute la carrière professionnelle. J'allais dire, si à chaque fois qu'un poste de travail était conçu, on se disait il faut qu'il puisse être tenu par quelqu'un de 63 ans parce que la durée de l'âge légal de départ en retraite, c'est 64, donc c'est même 64 ans. Peut-être qu'on verrait des postes avec des intensités et des sollicitations un peu moins excessifs que ce qu'on peut voir sur certains postes. Ça, c'est pour l'idée d'adapter le travail à l'homme et de montrer comment un travail sur les questions d'usure professionnelle et de pénibilité peut aussi être un travail qui profite à tout le monde en termes de conditions de travail et pas uniquement aux seniors. C'est bien l'idée de travailler pour tout le monde et c'est comme ça qu'on travaille pour pour l'usure professionnelle des jeunes qui rentrent aujourd'hui et qui sont parfois soumis à des niveaux d'exposition qui sont déraisonnables dans la durée. Voilà pour ces éléments-là. Et donc, on va rentrer dans le temps d'échange et de questions. Donc, j'ai noté quelques questions. Alors, peut-être avant, on va lancer un petit questionnaire pour savoir si vous souhaitez être appelé, parce qu'on va essayer de répondre à toutes vos questions, mais pour ceux qui ont des questions qui seraient très spécifiques à leur entreprise, n'hésitez pas à répondre positivement à cette question et on pourra vous rappeler plus spécifiquement. Je vais prendre les premières questions. Donc, j'ai noté Sophia qui posait la question de savoir si la BDESE était accessible aux représentants santé, sécurité. Donc, je fais l'hypothèse que on parle des représentants du personnel de la commission SSCT. Donc là, on est dans une situation où les dispositions supplétives du Code du travail, c'est-à-dire en absence d'accord, les membres de la commission SSCT sont des membres du CSE, donc devraient avoir de toute façon accès à la BDESE et la question ne se pose pas. Après, il peut y avoir des accords spécifiques qui prévoient d'élargir
la commission SSCT a éventuellement d'autres représentants du personnel. Je pense par exemple aux représentants de proximité. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on recommande, hein, d'inclure les représentants de proximité dans des commissions de santé et sécurité sur chacun des lieux de travail de l'entreprise, surtout sur des CSE, quand les CSE sont très centralisés, donc d'avoir des représentants de proximité de terrain. Se pose la question du coup de leur accès à la BDESE. J'aurais tendance à dire que dès lors que le CSE délègue un certain nombre de prérogatives à la CSSCT, c'est très important que dans les accords en question soit prévu l'accès à l'ensemble des informations auxquelles le CSE a droit. Donc j'aurais tendance à répondre oui, en tout cas oui, tel que c'est prévu dans le Code du travail. Et, et si vous n'y avez pas accès, c'est que peut-être votre accord a prévu des dispositions supplétives sans forcément vous donner tous les moyens d'y accéder. Je ne sais pas si Corinne, tu veux Oui, non, j'allais compléter. dire la même chose. En fait, il y a les dispositions supplétives. Après, généralement, il y a un accord, enfin, ou un règlement intérieur qui vous permet de voir en termes d'accès à la BDESE et à toutes ces informations. Donc, pour moi, tout représentant du personnel doit avoir accès à la BDESE et donc d'autant plus les représentants santé et sécurité, enfin, la commission santé, sécurité, conditions de travail. Oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Okay. Ensuite, j'ai noté une question de Franck. J'en profite, Corinne, si tu peux Oui, relire parce que les autres je vois questions, que parce que c'est du coup, dans je ne la suis liste. pas en train de lire sur le fil. Quel lien peut-on faire entre Ah. les actions autour de la pénibilité et le PAPRI Pact? Très bonne question dans le sens où, effectivement, le PAPRI Pact devrait embrasser l'ensemble des enjeux de prévention, y compris les enjeux de pénibilité et d'usure professionnelle. Le constat qu'on fait assez fréquemment dans les entreprises, c'est qu'il y a une surfocalisation sur les accidents de travail et les risques court terme. Donc des choses, en fait, sur tout ce qui est visible à court terme. Donc la prévention des risques d'accidents de travail est souvent plutôt bien pris en compte dans les PAPRI Pact qui souvent partent d'ailleurs, peuvent partir des constats qui sont faits sur le nombre d'accidents de telle ou telle nature et vont orienter la prévention en fonction de ça. Et la difficulté qu'on a, c'est l'invisibilité d'un certain nombre d'atteintes, de certaines atteintes à la santé liées à l'usure professionnelle, liées à l'exposition dans le temps, qui ne sont pas forcément toujours reconnues comme des maladies professionnelles. Des gens qui vont avoir de plus en plus de problèmes de dos en lien avec leur exposition, par exemple, à du port de charge ou à des postures pénibles, mais qui ne vont pas forcément faire l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle. Et avec le temps, on va pas forcément, le problème de santé va se poser, le risque est là, mais n'étant pas reconnu dans les chiffres ATMP de l'entreprise, peut être sous pris en compte ou pas pris en compte dans les PAPRI Pact. Donc ça, c'est un point un point de vigilance. Donc ce qu'on vous invite à faire pour que ce ne soit pas oublié, c'est sur tous les facteurs à effet de risque à effet différé. Quand ils sont identifiés dans les DURP, normalement, vous devez identifier les facteurs de risque. Donc, par exemple, je reprends cet exemple de port de charge lourde. Ça peut être aussi la question du travail de nuit, hein, par exemple, qui est souvent pas traité dans les PAPRI Pact en tant que tel, parce que c'est pas identifié comme un facteur d'atteinte directe à la santé. Pourtant, il y a un enjeu de prévention. Donc, on voit bien qu'il faut pousser à élargir en fait la démarche de prévention sur les expositions à effet différé. Alors après, j'ai vu qu'il y avait une question du coup sur comment on arrive à calculer le coût de l'absentéisme et le coût du turnover, qui est une grande question, puisque c'est vrai qu'il faut souvent sensibiliser les employeurs par le biais du porte-monnaie. Alors, c'est quelque chose de lourd, c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le faire, loin de là.
Mais la problématique entre le coût de l'absentéisme et le coût du turnover, c'est que vous allez avoir des coûts directs identifiables assez rapidement. Puis après, en fait, c'est tous les effets induits qu'ont les absents dans l'entreprise. Du coup, ça désorganise. Du coup, ça vous oblige, alors pour certains, à faire appel à des contrats intérimaires pour remplacer les personnes. Ou bah, du coup, c'est une surcharge potentielle que vous allez avoir sur d'autres salariés qui, bah, du coup, sont peut-être moins entre guillemets, hein, efficaces à leur journée de travail que ce qui dans leur format habituel, puisqu'ils ont une surcharge ponctuelle de travail. Donc tout ça, ça joue énormément. La réponse la plus facile que je vous ferai, c'est bah justement, c'est là où d'avoir l'avantage d'avoir des experts ou autres qui peuvent aller dans le détail de tous ces chiffres peut peut-être vous aider si vous avez besoin à un moment donné d'identifier un coût-bénéfice et donc de mettre en avant que ça, c'est tout bénéfice pour l'entreprise et pour la santé de ses salariés d'agir sur ces questions de pénibilité et d'usure professionnelle. Euh, c'est là où ça va vous donner tous les arguments que vous aurez besoin pour détailler ça en fait. Pas mieux, juste dire qu'on a une méthodologie qui permet effectivement d'évaluer, où on a des modes de calcul très comment dire, formalisés sur l'évaluation du coût direct. Et ensuite, le coût indirect, il se regarde entreprise par entreprise. Parfois, on fonctionne avec des ratios en fonction du coût direct si on veut le faire de manière très rapide. Et sinon, on regarde le coût indirect de manière fine en fonction des impacts que crée l'absentéisme sur la production, par exemple, sur la qualité ou un certain nombre d'indicateurs de cette nature. Juste, alors, dans les questions et en complément de la première question, j'ai vu que Sophia avait précisé qu'elle avait en tête les, les salariés des services HSE qui participent finalement aux réunions des commissions SSCT, mais qui n'ont pas forcément accès à la BDESE. Donc là, je n'ai pas de réponse, on va dire, légale, mais d'un point de vue du bon fonctionnement de l'instance, ça serait effectivement assez pertinent de demander à ce que les, les salariés du service HSE aient accès à ces informations-là en le demandant à votre service RH. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. Voilà, mais j'ai pas de réponse légale à cette question. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une question sur la baisse du taux d'emploi. Ouais. Y a-t-il des écarts au niveau des ouvriers, Ouvrier, techniciens technicien à et cadre. cadres? Alors, je n'ai pas préparé la réponse à cette question, mais je suis à peu près sûr que oui. Je vais regarder, mais on a des planches qu'on a écartées parce qu'on ne pouvait pas tout vous présenter. Je vais regarder si la réponse est dedans. Toc, toc, toc. Je pense. Je suis pas sûre. Ouais, alors, euh, ce qui est sûr, c'est que il y a des études qui ont été faites par le Centre d'études et prospectives de notre groupe, là, du groupe Alpha, qui ont précisé tout ça et à partir desquels on a pris des informations. Là, vous avez des liens sur les différentes sources. Ce qu'on sait, c'est que les taux, alors je vais regarder aussi là dans le petit graphique qui était là-dessous, est-ce que on l'a pas par On catégorie n'a là, on pas l'a par que par catégorie, tranche non. d'âge. Euh, bon, toutes les études sur l'impact sur l'espérance de vie en bonne santé, qui est une autre manière de prendre le sujet de l'usure professionnelle et du risque d'atteinte à la santé, ont montré que la catégorie ouvrier était très nettement plus touchée par la baisse de l'espérance de vie en bonne santé. On peut être à peu près sûr qu'on retrouve ça dans les chiffres, au moins pour la part qui est liée
liées au travail, mais je suis à peu près sûr qu'on a aussi les mêmes phénomènes globalement sur le taux d'emploi, à vérifier dans les chiffres, mais on est sur des choses où l'atteinte à la santé, elle est plus importante côté ouvrier, et la difficulté à tenir les postes euh, est aussi plus élevée. Donc je pense qu'on retrouve ce phénomène-là, mais j'ai pas les chiffres sous les yeux. Alors, il y a peut-être une dernière question, parce que sur les températures extrêmes, là, j'avoue que ne sont pas reconnus dans notre groupe Pomona comme facteur de pénibilité, car nos salariés sont équipés de pays. Alors, c'est plus une remarque Oui, bah là, là, on en revient aux difficultés des facteurs légaux de la pénibilité, en fait, c'est ça. c'est exactement ça. Ça montre bien que les critères légaux de pénibilité qui ont été retenus euh, sur sur les températures, mais sur le bruit, c'est le même sujet. Il est précisé dans les textes qui ont servi à redéfinir ça au moment du passage au C2P. Ça a bien été précisé que c'est après prise en compte des protections, ce qui fait que euh, le, quand bien même il y a température, enfin il y a des hautes températures, le critère peut être exclu des dispositifs d'élection à la compensation sur la pénibilité. Nous, le message qu'on porte, c'est pas parce que on est en dessous du seuil qu'il n'y a pas exposition et qu'il n'y a pas prise en compte d'une forme de pénibilité, même si c'est pas une pénibilité qui ouvre droit au dispositif de compensation C2P avec l'attribution de points et le dispositif de compensation qui va avec. En matière de prévention, ce qui va compter, c'est surtout est-ce que ces critères de pénibilité-là vont générer une difficulté à tenir le poste. Et quand on est sur des EPI en particulier, il y a une pénibilité propre au port des EPI elle, est reconnue là pour le coup dans le Code du travail avec des dispositifs de compensation qui montrent bien que si on parle de protection individuelle, le port d'une combinaison qui protège de la chaleur est en soi une forme de pénibilité qu'il faut intégrer parce que bah, c'est pas neutre et il y a des formes de pénibilité, que ce soit sur les protections aux températures extrêmes, toutes les combinaisons chimiques aussi pour se protéger des risques chimiques. Euh, Je confirme, mais ça a été répondu dans le chat qu'effectivement, cette présentation pourra être écoutée et un lien vous sera envoyé. Oui, je pense qu'on a Bah, écoutez, balayé. Bon, sinon, si jamais on n'a pas répondu à toutes vos questions et que bah, n'hésitez pas à demander d'être rappelé s'il y a besoin, s'il y avait des problématiques spécifiques. Je crois qu'on peut tous vous remercier en tous les cas d'avoir participé à ce webinaire. Donc le support, vous allez bien l'avoir dans la journée. Alors, ça faisait partie, ce webinaire, d'un cycle de webinaires tous les jeudis. Et le prochain webinaire auquel vous invite le cabinet, c'est donc jeudi prochain sur la problématique des RPS, des représentants du personnel. Donc, suite à une enquête qui a été réalisée, je vous invite tous, si vous participer à aussi ce sujet moins important. merci beaucoup. Bonne continuation à tous. Merci à vous. Bonne journée.